Coucou chers amis créatifs, aujourd'hui je vous montre comment je peins un tableau au pastel sec à partir de ma photo de référence. Je veux parler du sujet peindre à partir de photos de référence, mais également comment peindre l'eau, parce que l'eau c'est souvent un sujet qui peut poser problème. Je n'ai pas ici de croquis, je commence comme vous voyez avec simplement quelques lignes au crayon et avec un pastel foncé directement sur ma feuille. Ma feuille a un format A4, c'est une feuille de papier UART, du papier de Vergrin 500. C'est une qualité de grain que j'aime bien pour le pastel. Ce n'est pas trop épais ni trop fin, c'est vraiment, ça permet vraiment de travailler le pastel en couches successives sans en même temps être trop agressif avec les craies. Format A4 donc, et ici je commence avec ma sous-couche. Je vais ensuite liquéfier cette première couche de pastel. J'utilise ma boîte de pastel Artina. Et le but ici, c'est de bloquer l'espace et de remplir cette feuille qui est blanche avec des craies, avec des couleurs. Et donc, vous voyez, ma sous-couche, elle n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'image finale, mais je veux ajouter des teintes chaudes dans le ciel, également dans la partie terre et eau. Donc je procède de cette façon-là en ajoutant des couleurs abricots, orangés, etc. Quand vous liquéfiez vos pastels ou n'importe quelle première couche pour votre sous-peinture, commencez par les teintes les plus claires. C'est ce que je fais ici avec l'orangé, l'orange et l'abricot. Et ensuite, travaillez les teintes les plus foncées, simplement pour éviter que ça se mélange trop. Donc, le but de la sous-peinture, c'est de couvrir le blanc du papier ou de votre support et de renforcer la structure de votre composition. Donc, à ce moment-là, déjà, après séchage, on voit que la structure est presque en place. J'ai filmé cette vidéo avec une lumière artificielle et malheureusement, vous voyez la couleur, la température de ma vidéo change. Et malheureusement, comme vous voyez, c'est très difficile d'ajuster, d'avoir toujours la même température de lumière. Donc, désolée, j'ai quelques différences dans ma vidéo parce que j'ai dû laisser sécher bien sûr cette feuille et ensuite continuer à enregistrer avec une lumière artificielle. Donc ici, une fois que la sous-couche a séché, j'ajoute plus de foncé. Et là, le but, c'est une couleur, je dirais, couleur aubergine. Le but ici, c'est de donner de la couleur à l'espace qui va être occupé par l'eau. Parce que une des complexités pour peindre l'eau, c'est tout d'abord, l'eau a une couleur à elle. Elle peut être brunâtre, elle peut être jaunâtre, elle peut être bleue, etc. Et en plus de la couleur intrinsèque de l'eau, il y a les reflets du ciel qui s'ajoutent à la couleur de l'eau. Donc c'est un petit peu technique, mais si vous réfléchissez à la couleur de l'eau, vous commencez par cette étape-là, peindre à la couleur de l'eau déjà, c'est ce que j'ai fait en bas. C'est déjà un très bon début. Mon ciel va être très simple parce qu'effectivement c'est un ciel très simple et je pose des traits très larges avec ma craie. Vous voyez, je la tiens à plat sur ce ciel qui a déjà une sous-couche de
température chaude, couleur abricot orangé. Et là, il faut simplement choisir ces bleus. Je trouve que cette image a pas mal de bleu qui tire un peu sur le violet, donc je vais choisir les craies, combiner les couleurs jusqu'à ce que le résultat me convienne. Et les craies pastel sont vraiment un médium excellent pour faire ce genre d'effet parce que c'est très naturel et ça donne, pour le ciel et pour l'eau, vous voyez, ça donne des effets très naturels, très organiques. Ici, j'utilise une petite éponge, simplement un petit morceau de mousse polyéthylène, un petit morceau d'emballage pour étaler ma première couche de ciel et vraiment estomper tout ça pour ne pas avoir des traits, des contours trop droits, trop durs, hein, parce que le ciel est toujours quelque chose qui est en général à des contours assez doux. La photo de référence que vous voyez à droite, je l'ai prise moi-même. Il s'agit de l'endroit qui est absolument fabuleux, qui se trouve en Floride. C'est le parc national des Everglades. Et la particularité de cet endroit, c'est que on dirait que c'est un marécage, parce que c'est plat et c'est vraiment une étendue immense. Mais en fait, c'est une rivière qui est très très large et qui coule à une vitesse très très faible. Quand on s'y trouve, on n'aperçoit presque pas de mouvement. Mais ce que j'ai appris en étant là-bas, c'est que ce n'est pas simplement une grosse flaque de marécage, c'est vraiment une rivière qui a un sens et une direction et un courant. Donc très intéressant. Et là, ce que je fais avec mes craies, vous voyez, je suis en train d'ajouter cette couche de reflet de l'eau. Donc j'ai déjà ma couleur, la couleur intrinsèque de l'eau. Et maintenant, j'ajoute une couche supplémentaire pour donner cette couleur de reflet. Et comme vous voyez cette photo, en fait, la partie du bas de cette photo est assez foncée. Donc, je suis encore dans des valeurs relativement claires par rapport à là où je veux me trouver. Toujours se donner un peu de temps pour réfléchir à la structure et les couleurs, hein, et l'endroit où les différentes valeurs également se trouvent. Vous voyez là, cette bande-là, c'est vraiment l'endroit le plus clair de la partie de l'eau. Et la partie la plus claire du ciel est directement au-dessus. Tout ce qui est en bas est vraiment beaucoup, beaucoup plus foncé. Maintenant, ce qui est intéressant quand on visite ce parc, c'est que ça a l'air très paisible et vraiment une atmosphère très spéciale. Réserve naturelle, très sauvage. Mais en fait, c'est infesté d'alligators. Et on ne peut pas simplement aller se balader avec des bottes en caoutchouc, que sais-je, parce que c'est vraiment très dangereux. Et quand on y était, on a vu plusieurs alligators dans l'eau. Alors ils sont assez difficiles à voir parce qu'ils se cachent. On voit souvent juste la pointe du nez qui dépasse ou juste les yeux. Mais on a vu un énorme alligator qui était dehors sur de l'herbe, sur une pelouse, un gazon, et qui se reposait au soleil. Donc ce n'était pas dans un zoo, c'était vraiment dans la nature. Et c'est assez impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir ça, en tout cas chez nous en Europe, hein, des alligators qui se baladent tranquillement en pleine nature. Et bien sûr, cette visite, vous la faites en bateau parce que
On ne peut pas, comme j'ai dit, marcher ou se balader, c'est vraiment trop dangereux. Je continue à ajouter différents bleus pour ajouter plus de variété dans mes couleurs et plus de valeur foncée. Et ça, c'est vraiment la difficulté de cette image, c'est qu'on a la couleur de l'eau qui est très foncée à la base et des reflets qui sont assez clairs. Donc c'est un petit peu un casse-tête pour combiner tout ça. Et ce qui va s'ajouter en plus vers la fin, vous allez voir, ce sont ces tiges de roseau qui, bien sûr, du fait de leur couleur orangée, jaune-orangé, sont un très beau contraste avec ces bleus violets. Et comme vous savez, si vous utilisez la roue de couleur ou la roue chromatique, le bleu et l'orange et le jaune et le violet, ce sont des couleurs complémentaires. Donc cette image, c'est assez intéressant, la nature fait bien les choses. Elle a déjà une palette de couleurs quasiment parfaite. Je décide de liquéfier encore une fois ma couche de pastel parce que je trouve que l'effet n'est pas celui que je veux. Et je vais profiter de donner aussi de la direction avec mon pinceau. Et pardon, j'ai oublié de dire que j'utilise ici de l'alcool isopropylique, de l'alcool ménager pour diluer, étaler mes pastels. Ce qui se passe quand on passe avec de l'eau ou de l'alcool sur les pastels, on liquéfie cette poudre et en fait on crée une peinture. Une fois que ça sèche, ça devient un tout petit peu plus clair. Vous voyez en bas, ça sèche un peu plus clair qu'à l'état humide. Mais on reste assez proche de la couleur originale des pastels. Une fois que le mélange, la sous-couche liquéfiée a séché. Je continue à travailler mon ciel parce que j'ai une craie assez foncée dans la main que j'ai utilisée dans la partie du bas et je vais l'utiliser également dans le ciel. Et la beauté de cette image aussi, donc c'est comme j'ai dit la palette de couleurs qui est déjà très harmonieuse et intéressante pour notre œil. Et la deuxième beauté de cette image, c'est que on a cette correspondance entre la terre et le ciel parce que le ciel se reflète dans l'eau, dans la partie du bas. Et ça, c'est ce qu'on cherche souvent dans les paysages, c'est d'avoir les deux parties du tableau qui se parlent. Donc le ciel et la terre ou l'eau doivent avoir quelque chose en commun. Sinon, on a l'impression qu'on a deux tableaux collés l'un à côté de l'autre. Le ciel n'a rien à voir avec la partie du bas et ça, c'est quelque chose à éviter. Et ça, cette image-là, elle est vraiment super de ce point de vue-là parce qu'il faut simplement copier ce qu'on voit et on va automatiquement avoir un effet très naturel. Je continue à travailler mon ciel simplement en ajoutant un peu plus de variété. Et dans mon guide peindre à partir des photos de référence, en fait j'ai utilisé cette photo, exactement cette photo de référence en couverture. Je vous mets le lien en descriptif de vidéo. Je parle de différentes façons de travailler avec les photos de référence et de en fait faire des choix à partir de ces photos. Parce qu'on n'est pas obligé de copier ce qu'on voit. La plupart du temps, en fait, on doit modifier la photo, on doit apporter des modifications, faire des choix, mettre des choses en avant.
éliminer des choses qui ne sont pas intéressantes, qui sont distrayantes, etc., etc. Choisir également le format. On n'est pas obligé de faire cette image dans le sens vertical comme je le fais ici. On peut très bien changer de format et faire une image horizontale à partir de cette photo verticale. Il y a plein de choses dont il faut tenir compte quand on peint à partir de photos de référence, et je sais qu'on a souvent tendance à oublier que, en fin de compte, le but n'est pas de reproduire la photo exactement, mais de faire une peinture. Et donc, forcément, faire des choix de couleurs et choix de composition, etc. Dans ce cas-là, j'ai déjà pris cette photo, je l'ai déjà travaillée dans Photoshop, je l'ai déjà cadrée, recadrée de la façon dont je le souhaitais. Donc en fait, pour moi, cette image fonctionne. Donc c'est pour ça que je ne fais pas trop de modifications dans mon image pastel parce que mon image de référence, ma photo de référence est déjà quelque part une bonne base pour démarrer cette peinture. Mais très souvent, quand je peins à partir de photos de référence, je fais des transformations assez drastiques, assez radicales. Je ne prends qu'un seul élément ou je modifie le format, j'élimine des éléments qui ne me plaisent pas, etc. Donc si vous n'avez pas encore consulté ce guide, c'est assez utile, surtout si vous peignez beaucoup à partir de photos, si vous prenez aussi des photos vous-même, comme hobby ou pour peindre à partir de vos photos. Je parle également dans ce guide de la différence entre les photos, et l'appareil photo et l'œil humain, parce que c'est vraiment important de comprendre la différence. Pourquoi une photo n'est pas la même chose qu'une peinture. Elle ne doit pas être la même chose qu'une peinture. Et il y a quelques différences techniques. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, j'en parle dans mon petit guide. Mais il y a vraiment quelques aspects techniques. C'est pas hyper compliqué, mais c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on peint. Mais il y a des différences fondamentales entre l'œil humain, qui est un organe absolument fabuleux, très sophistiqué, et l'appareil photo. Même le meilleur appareil photo, en fait, n'est pas aussi bon, elle n'est pas aussi adapté que l'œil humain. Je continue à travailler cette partie très claire, cette bande d'eau qui reflète ces nuages qui sont les plus clairs dans le ciel. Et je veux créer cette ligne de contraste parce que c'est ici que je veux que l'œil se dirige. C'est vraiment cet endroit de maximum de contraste sur l'échelle de valeur entre cette partie terre et la partie eau, mais de l'eau qui est très claire, qui reflète très fortement les couleurs du ciel. C'est ici que, en fait, mon sujet principal, si vous voulez, se trouve. Et en général, je ne copie pas les photos de façon assez exacte. Mais dans cette démonstration, en fait, je copie la photo assez exactement. Donc c'est un bon exercice si vous voulez me suivre et essayer de peindre cette image, que ce soit avec l'acrylique, l'huile, pastel, crayon, aquarelle, etc. Je vous invite à me suivre parce qu'en fait, c'est assez proche de la photo de référence. En général, je ne fais pas aussi copier-coller, je fais beaucoup plus de modifications, mais pour cette image, j'ai choisi de rester assez fidèle à ma photo de référence. J'utilise beaucoup les pastels secs pour tout ce qui est images figuratives
paysages, etc. Parce que je trouve qu'il donne des résultats vraiment très intéressants et très naturels. Pour l'abstrait, j'utilise de l'acrylique. J'ai un petit peu divisé mon approche et le type de médium que j'utilise. C'est vraiment le sujet qui fait que je choisis les pastels plutôt que la peinture acrylique. Maintenant, pour la petite histoire, mon grand-père était peintre. Il n'était pas peintre professionnel, mais c'était son rêve. Il n'a pas malheureusement pu le réaliser, mais il peignait toute sa vie et il peignait à l'huile. Et j'ai cette odeur de l'huile, terpentine et peinture à l'huile. Et tout ce qui va avec, ce sont des odeurs, l'huile de lin et tous les produits qui vont avec l'huile. C'est vraiment ma Madeleine de Proust. Chaque fois que je sens ces odeurs, je me retrouve en enfance parce que je passais beaucoup de temps à côté de lui. Il peignait parfois en plein air, parfois il peignait simplement à la maison. Mais j'ai vraiment beaucoup observé cette technique. Bon, bien sûr, quand on est enfant, quand on a 5-6 ans, on ne veut pas forcément apprendre de façon consciente la peinture à l'huile, mais je me souviens très bien des choses qu'il m'a racontées, des choses qu'il m'a expliquées. Simplement, j'ai toujours été fascinée par cette fluidité avec laquelle tout à coup une image apparaît sur un morceau de carton. C'était vraiment magique. Ici, j'ajoute donc les roseaux. Donc là, vous voyez maintenant, ma sous-peinture fonctionne. Donc ça, c'est ma couche d'eau. Et mon eau a une couleur déjà bien à elle. Et j'ajoute ces traits avec des pastels orangés et jaunes pour indiquer l'emplacement de ces roseaux. Et quelques traits avec des craies couleur aubergine pour indiquer les parties qui sont plus à l'ombre. J'essaye autant que possible de faire des mouvements de bas en haut pour faire ces herbes, ces tiges de roseaux. Et là également les doigts pour estomper, pour donner cet aspect reflet dans l'eau, parce que vous voyez, il y a plusieurs bandes de cette végétation qui se reflètent dans l'eau. Et les reflets sont en général toujours un petit peu diffus. Donc ici, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs et choisir un peu plus de vert, un peu plus de couleurs, un peu plus de variété. Mais cette image n'a pas vraiment beaucoup de vert. Ce sont les verts que j'ai ajoutés en arrière-plan. C'est plus pour donner une impression de distance et d'ancrage à l'horizon. La partie terre, en fait, a très peu de couleur verte. C'est vraiment cette couleur jaune, jaunâtre, orangée de ces plantes. Il n'y a pas vraiment d'arbres ou d'herbes à proprement parler. Et certains de ces roseaux sont sous l'eau. Donc c'est assez intéressant de voir comment la couleur de ces tiges et ces feuilles qui sont entièrement submergées sous l'eau, comment cette couleur est différente de celles qui sont à la surface. Et à ce stade du tableau, c'est simplement un petit peu de patience pour continuer à observer et travailler, choisir les bonnes couleurs
et décider ce qu'on veut accentuer, décider des détails qui nous sont importants. Et si vous n'arrivez pas à choisir et à vous décider, c'est qu'il est probablement temps de faire une pause café, pause thé, pause cappuccino, que sais-je, suivant le pays dans lequel vous vous trouvez. C'est pour moi une indication que, en fait, je ne vois plus très clairement mon tableau, et c'est une indication de faire une pause, s'arrêter. J'ajoute du bleu plus foncé dans cette partie avant-plan du tableau parce que je trouve que ça manque un peu de foncé par rapport au reste de l'image. Et en même temps, quelques reflets plus clairs. Et bien sûr, les reflets clairs sont plus visibles sur une surface plus foncée. C'est aussi un avantage d'ajouter plus de foncé. Et je trouve assez incroyable à quel point cette partie haut est foncée, c'est presque noir quand on regarde de près. Bien sûr, ce n'est pas du noir, mais c'est vraiment très très foncé. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est que les couleurs sont en général plus foncées que ce qu'on les peint. Très souvent, on hésite à ajouter assez de foncé. Et ça, c'est problématique parce que cela ne crée pas assez de contraste dans notre image. Donc n'hésitez pas à aller plus foncé que ce que vous avez décidé initialement, parce que très souvent les couleurs autour de nous sont assez foncées, dans les valeurs assez foncées. Et ajouter du foncé va vous permettre d'ajouter du plus clair et d'avoir une bonne étendue sur l'échelle des valeurs. Donc là, vous voyez, je procède vraiment de façon itérative. Je travaille un endroit, ensuite je bouge à un autre endroit. Ça, c'est aussi un des conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas rester bloqué dans un endroit du tableau, mais de se déplacer avec votre main et avec votre regard, parce que ça va vous empêcher de travailler trop de détails dans un endroit du tableau, et cet endroit à ce moment-là va être déconnecté du reste. Donc bougez, travaillez différentes parties de votre tableau, ne restez pas bloqué. Maintenant, si on observe bien la photo, on voit qu'il y a des parties beaucoup plus claires dans l'eau. Et comme j'ai ajouté un peu plus de foncé, j'ai maintenant la place pour ajouter un peu plus de clair, pour créer ce contraste. Maintenant, il faut juste faire attention à ne pas effacer ce que j'ai dessiné, ces traits de roseau en dessous. Et là, bien sûr, ça devient un peu compliqué parce que l'image est déjà assez chargée, assez pleine. Et là, même chose, j'ai pris cette craie bleue très claire pour faire des reflets dans l'eau, et je vais aussi également l'utiliser pour le ciel. En général, quand je peins le ciel, j'ajoute toujours du plus foncé tout en haut de l'image, parce que c'est une bonne façon de bloquer cet espace et de vraiment dire ok, ça c'est tout le haut du ciel. Et comme vous savez, plus on avance en haut vers le ciel, plus ça devient foncé et saturé. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. J'ai oublié de vous dire que mon image est fixée à ma surface de travail avec 4 morceaux de bande adhésive.
et je vais les enlever à la fin, ce qui va me laisser 4 petits triangles qui n'ont pas été peints pendant le processus de peinture. Alors il y a deux situations possibles. En général, quand vous mettez cette image dans un cadre, je vous montre ça à la fin, ces petits carrés dans les coins ne vont pas être visibles. Ou alors l'autre solution, c'est que quand vous avez enlevé votre bande, vous remplissez l'espace de ces petits triangles avec les couleurs qui correspondent le mieux. Je vais les laisser blancs parce que je sais que quand cette image sera encadrée, il n'y aura pas de problème on ne va pas les voir. Ça sera caché derrière le cadre. Donc juste une petite astuce au cas où vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec ce carré, ces petits triangles qui vont rester, qui ne vont pas être peints une fois que j'aurai fini mon image. J'espère que cette vidéo vous inspire à vous lancer à peindre à partir d'une photo de référence, que ce soit celle-ci ou une autre. Si vous voulez rejoindre mon groupe Facebook, je serai ravie de vous accueillir. Vous pouvez partager vos images dans ce groupe et voir ce que les autres font. Je vous mets le lien vers ce groupe Facebook en bas en description de vidéo. Et très souvent, les gens postent les images, soit qu'ils ont fait à partir d'une de mes leçons, ou bien simplement des images sur lesquelles ils sont en train de travailler. C'est vraiment très sympa et très, très convivial. J'ajoute quelques touches qui ne sont pas forcément visibles sur la photo, mais je décide d'ajouter quelques reflets parce qu'en fait toute cette étendue est couverte d'eau. Ça, ce n'est pas vraiment de la terre ferme, c'est toujours cette bande de roseaux. Et je décide d'ajouter quelques détails en plus pour simplement créer des choses intéressantes pour l'œil à cet endroit que c'était un peu vide. Et ça, c'est bien sûr un choix purement personnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. À ce moment-là, c'est vraiment presque fini. Quand on commence à bidouiller, qu'on ne sait plus trop quoi faire, c'est probablement un signe qu'il faut s'arrêter. Et l'image est terminée. En tout cas, je pense que c'est mon cas ici. Parce que en faire trop, c'est pas forcément une bonne idée. Une très bonne astuce aussi, c'est de prendre des photos à différents stades de peinture, parce que des fois, quand on prend ces photos et qu'on les regarde, on se dit j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Ça m'arrive à moi, très souvent malheureusement. J'aurais dû m'arrêter là, je n'aurais pas dû faire cette autre couche, cette autre étape. Faites-le, essayez ça parce que c'est vraiment très utile de voir à quel moment on commence à bidouiller et en fait on n'ajoute plus vraiment de valeur à notre image, mais parce qu'on ne sait pas s'arrêter, on n'a pas ce réflexe de se dire stop, maintenant l'image est finie. Donc prendre des photos en cours de route, ça peut être très utile. Voilà mon image terminée. Et maintenant l'image encadrée. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, les petits coins qui n'ont pas été colorés ne sont pas visibles. Je suis assez contente de cet endroit-là. Ça, c'est mon centre d'intérêt, cette zone contraste élevé. Le ciel, je trouve qu'il est assez réussi. Pas mal d'intérêt, pas mal de détails. Ici également la partie, les roseaux qui sont sous l'eau, submergés sous l'eau, et l'avant-plan. Donc, je sais que c'est une copie assez exacte de mon image, mais je suis assez satisfaite. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.